Le panel va porter sur les enjeux, les éléments facilitants et les priorités pour une prise de décision en santé et services sociaux. Donc, je vous présente nos panélistes que j'invite à venir s'asseoir au fur et à mesure que je les présente, comme ça vous saurez qui est qui. Madame Zita Kruzewski, qui détient un doctorat en biologie cellulaire de l'École normale supérieure de Paris et une maîtrise en bioéthique de l'Université McGill. Monsieur Mario Tardif, qui est coordonnateur du regroupement des aidants naturels de Montréal. Il travaille au sein du mouvement communautaire depuis 27 ans. C'est du courage, ça, monsieur. Madame Christine Touchette, qui est directrice adjointe de la direction soutien à l'autonomie des personnes âgées depuis la création du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, Madame Touchette. Et Madame Nicole René, qui est détentrice d'une maîtrise en administration publique et qui fait carrière dans la haute fonction publique et dans l'administration universitaire. Chers panélistes, merci d'être là. On a 3 questions à vous poser. Vous répondrez à tour de rôle, mais ensuite, j'espère bien qu'on n'aura pas trouvé la vérité, fait qu'on aura des discussions, puis on pourra rebondir sur ces questions-là. La première question, c'est quels sont les principaux défis de la décision partagée dans le contexte de santé et des services sociaux? Qui veut se lancer? Oui, allez-y. D'accord. Moi, je dirais qu'un des plus grands défis serait la complexité de la pratique clinique et la complexité du système de santé et services sociaux. La pratique clinique et le système deviennent de plus en plus complexes. C'est même un défi pour tous les professionnels dans le système. Deuxièmement, je dirais le manque de temps. Il faut du temps pour naviguer la complexité, pour communiquer avec plusieurs professionnels, les membres d'équipe, des fois dispersés dans le système, partout. En plus, les professionnels sont épuisés et dans les situations un peu plus complexes, on ne trouve pas le temps pour approcher la prise de décision avec l'usager comme il faut, correctement, en respectant l'éthique et la loi. Troisièmement, je dirais le manque de la connaissance en ce qui concerne la médecine, les principes d'éthique et le système de santé et des services sociaux. Comment tout ça fonctionne? Évidemment, c'est très, très complexe. À mon avis, il faut augmenter les connaissances, particulièrement en éthique, pour améliorer la qualité des soins, s'assurer un respect pour la personne qui se trouve dans le système, surtout dans le contexte de la prise des décisions pour les soins. Il faut corriger le fait que souvent les professionnels accordent trop d'importance, trop de puissance aux familles et les représentants légaux au détriment de la personne, de l'usager et le respect pour son autonomie. Des fois, c'est plus facile, mais ce n'est pas correct. Dernièrement, je dirais l'agisme, c'est-à-dire les suppositions qui sont faites par rapport à des aînés qui mènent à compromettre le respect pour l'autonomie de la personne. Madame Israël a très bien élucidé les enjeux reliés à ce sujet ce matin. Merci. Bon point de vue. Est-ce qu'on lance M. Tardif? On reste dans le rang comme à l'école ou si vous voulez y aller au hasard? C'est sûr que ça va m'intimider de passer tout de suite, mais il va bien falloir. Ben oui, la glace sera brisée. On va faire une petite thérapie là-dessus. Commencez, vous allez voir comment ça va bien après. Ah! Excusez, là, j'espère que ça ne fera pas le feedback épouvantable. Ça n'a pas pire. Regardez. Moi, je vous dirais, c'est sûr que mon point de vue est assez étroit. Hein. Je parle du point de vue un point de vue de proche aidant, un point de vue aussi qui s'inscrit dans le cadre. C'est pas ça le feedback? Ça, M. Tardif, c'est pas de votre faute. OK. C'est pas grave, j'aime pas ça pareil. Donc, moi, et étrangement, une partie de ce que j'aurais à dire a été dit. On pourrait remplacer professionnel par proche aidant.
suite à l'intervention précédente. On est devant un système qui est incompréhensible. On est devant des situations qui sont complexes. Hein. Quand la mort, la maladie arrive, l'handicap, la limitation arrive dans une famille, c'est pas quelque chose qu'on a réfléchi au préalable d'habitude. C'est très rare qu'on ait préparé à ça. Et on se retrouve devant une situation extrêmement complexe. Aussi, face à une situation, moi je vais utiliser le terme manque de ressources dans le réseau, face à une situation où les professionnels ont à gérer la pénurie de ressources, l'alternative, c'est souvent les familles, en tout ou en partie. Et ça crée une relation qui est malsaine entre la personne aidante, la personne aidée et les intervenants du réseau de la santé. Et c'est clair qu'il ne peut pas avoir de collaboration réelle si ce n'est pas gagnant-gagnant pour tout le monde. Et tout partenariat, qui est un vrai partenariat, qui est fait entre des égaux, des gens qui sont capables d'être ensemble, faire affaire, ça implique d'être capable de dire ses limites, ça implique d'être informé de façon raisonnable, ça implique de savoir qu'on va être appuyé s'il y a un problème. Et puis, la réalité, c'est que les choses vont trop vite. Il y a déficit de ressources. Puis, vous savez, vous vivez chacune ces situations-là de vos points de vue, puis vous en avez une bonne vision. Donc, c'est ça. Des professionnels épuisés, des proches aidants épuisés, des personnes qui vivent des situations de santé plus compliquées. Je vous dirais, il y a comme une prise de conscience qui ne s'est pas faite. Comme société, on a mis une fortune, des sommes extrêmement importantes pour prolonger la vie. L'un des effets de ce prolongement de la vie-là, c'est qu'on vit plus longtemps en mauvaise santé. Mais ça, le bout, c'est comme si on aurait fait la recherche pour prolonger la vie, mais on n'est pas prêt à mettre l'argent et les ressources pour continuer la vie de qualité. Et qu'au fond, tout le monde se bouche un peu les yeux, puis on espère que ça va être balayé d'une façon ou d'une autre. Donc, je dirais ça. Au fond, on n'a pas réfléchi à ce qu'on faisait comme société, puis là, c'est peut-être le temps de corriger. De commencer à faire. Merci. Madame Touchette. Je vais y aller comme ça pour l'instant. Oui. Dans le fond, mes collègues, mes co-panélistes, je pense, ont identifié des éléments extrêmement importants. Le manque de temps disponible pour la prise de décision. Comme vous savez aussi, même dans le réseau, on demande des fois, par exemple, quelqu'un va subir ou va avoir un épisode de soins à l'hôpital, rapidement, tout son réseau, tout le monde autour de lui doit décider rapidement qu'est-ce qui va se passer. Mais où est-ce qu'elle est la réflexion, le temps de réflexion pour dire est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives et tout ça? Donc, du point de vue du réseau, je pense qu'il y a le manque de temps, justement, qu'on est capable d'observer dans la population, mais aussi par rapport aux intervenants. Je vous dirais, dans un peu un autre ordre d'idée, qu'on est aussi encore dans une culture, dans le réseau, une culture de prise en charge. Hein? On prend en charge. Le médecin prend en charge des clients ou des patients. Pour eux, c'est des patients, pour moi, c'est des usagers, mais en tout cas, peu importe la sémantique. Et en même temps, tout comme vous l'indiquiez, il y a la réflexion sur le partenariat qui est à faire, parce que le partenariat devient une combinaison où il y a du gagnant-gagnant, mais on n'est pas encore rendu, je pense, jusque-là. On tend à vouloir aller vers là. Le chemin est un chemin qui n'est pas si simple, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en discuter là, dans les échanges. Aussi, tantôt, Madame, vous parliez du manque de connaissances. Moi, je dirais qu'un des défis, c'est qu'il y a peut-être trop de sources d'informations même maintenant. Il y a des sources d'informations qui sont bonnes et il y en a qui ne sont pas bonnes. Et les gens arrivent avec ça, sont en mesure de dire « Ah, mais j'ai lu telle affaire et la source, elle n'était pas bonne. » Alors, à ce moment-là, il y a quand même un défi d'éducation commune pour justement savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et j'en conviens avec tout le monde, je pense qu'il y a un effort d'accessibilité, de simplification d'accessibilité qui est à faire. Nos organisations ont grossi d'une façon importante, extrêmement rapidement. On est maintenant 3 ans après le début de cette réforme. On commence à peine à se sortir la tête de l'eau
Et en tout cas, à mon sens, dans mon établissement, on veut vraiment regarder à l'aspect de l'accès parce qu'on est très conscient que pour la population, cogner à la bonne porte, ça peut être compliqué. Et je pense que ça, c'est la clé, c'est même l'une des clés les plus importantes pour arriver à quelque chose de plus fluide. J'arrêterai là. C'est à votre tour, madame. Bon, j'espérais qu'elle aurait réglé le problème du soir. Je ne peux pas compter sur elle. Ah, merci. On ne peut pas dire qu'il soit fluide. Ah, c'est ça, le soutien aux personnes âgées. Vous voyez ce que ça donne. Bon, malgré la présentation qui a été faite de mon CV, j'insiste, je suis ici en tant que personne âgée et en tant que représentante des comités d'usagers, tant celui de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal que celui du CIUS, du Centre-Sud de Montréal aussi, et du RPCU. Donc, on a fait le tour des comités d'usagers, ça va? Donc, c'est vraiment à ce titre-là que je parle. Moi, le principal défi que je vois dans la décision partagée, c'est que même si ça fait 25 ans ou moins que l'on parle de la décision partagée, je ne suis pas certaine que le milieu médical se soit encore complètement éloigné d'une culture paternaliste. C'est le médecin qui sait tout, qui connaît tout, qui est la source d'information. Et si vous avez le malheur de vous faire accompagner par quelqu'un qui consulte Internet et qui arrive avec d'autres informations, vous faites facilement rabrouer. Moi, j'ai essayé juste avec du cidre de pomme contre... j'ai fait rire de moi. Et il paraît qu'il vaut mieux mettre ça, je vous le dis, là, il vaut mieux mettre ça dans la salade que de compter là-dessus pour réduire les inflammations dues à l'arthrite. Essayez pas ça, c'est pas une bonne idée. Bon. Alors, passer de cette culture-là à une culture qui facilite la participation des personnes qui sont directement concernées, c'est quelque chose qui n'est pas facile et qui suppose un changement de culture. On sait que ça prend du temps. C'est encore pire parce que pour les personnes âgées, parce qu'il y a d'autres catégories où il doit y avoir des problèmes, mais les personnes âgées, c'est tout ce que l'on a démontré ce matin qui est lié à l'âgisme, qui fait en sorte que, veux pas, quand tu arrives, moi dans mon cas, j'accompagne ma mère qui n'est pas jeune non plus, alors pour laquelle je suis sa répondante, quand j'arrive avec elle pour aller voir le médecin ou n'importe quoi, c'est certain que premièrement, on ne s'adresse pas à elle, on s'adresse à moi, sans avoir vérifié avant si elle était capable de répondre ou pas, si elle comprenait ou pas, avant même. Ensuite, on coupe court aux explications, ça ne sert à rien. Oh, madame, on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est très complexe. Et bon, et moi, les détails, ça m'intéresse assez plat. Et on n'ira pas non plus jusqu'à donner toute l'information sur les conséquences de cette maladie-là, de peur de créer de l'insécurité. Il y a une confusion entre les hésitations à prendre une décision puis l'anxiété. Ils ne veulent pas devenir des éléments anxiogènes, on les comprend. Mais ce qui fait qu'après ça, passer à une décision partagée, disons, il t'en manque un bout. Hein? Il t'en manque un bout. Il vaut mieux être jeune et en santé que vieux et malade. La pauvreté, ça, je ne sais pas. L'autre préoccupation que j'ai, c'est celle de faire respecter la volonté de la personne atteinte d'une maladie grave quant au niveau de soins qu'elle souhaite avoir et également quant à la réanimation cardio-respiratoire, surtout, malheureusement ça arrive, lorsque l'expression de sa volonté, même si elle est écrite, même si ça a été déposé devant un notaire, diffère des valeurs des préférences de son milieu, puis diffère des valeurs et préférences du milieu médical qui l'entoure. Tout ce que je vous raconte, j'ai des exemples, mais je n'aurai pas le temps. L'autre élément, c'est à quoi ça sert de parler de décision partagée si on n'a pas accès aux services.
Alors, il y a un problème de disponibilité des services, d'accessibilité aux services, et c'est encore pire dans la structure actuelle parce que c'est devenu, ça atteint un niveau de complexité. Bon, je n'ai pas besoin d'essayer là-dessus, je suis certaine que tout le monde est d'accord. Puis les super tableaux qu'on nous a montrés ce matin sont édifiants à ce sujet-là. Tu sais juste pas vers qui te tourner pour obtenir le soutien dont tu as besoin. Et ce qui est pire, c'est chez les personnes seules, on en a parlé également, qui sont livrées à elles-mêmes, qui auraient besoin d'aide, mais que l'on n'a même pas identifié comme étant des personnes à qui il faudrait apporter de l'aide. Puis en plus, quel type d'aide on va leur apporter? Ces personnes-là sont d'autant plus insécures qu'elles sont toutes seules et qu'elles sont totalement dépendantes des autres. Voilà. Bien. Sur ce constat qui est très fort, on va essayer de remonter le moral des troupes. Je dirais que quand même, et pour avoir été moi impliquée de différentes manières dans ce processus-là, il y a plein d'histoires d'horreur, puis de temps en temps, il y a une belle histoire. Et j'aimerais ça vous inviter, chaque panéliste, à nous dire, ça a été quoi les éléments facilitants selon vous? S'il est arrivé quelque chose qui a bien été, si vous voyez quelque chose, c'est quoi l'élément facilitant? Qu'est-ce qu'on devrait encourager? Ah, vous n'êtes pas obligé de le faire toujours dans le rang, là, mais... Moi, je dirais que le respect, c'est fondamental. Premièrement, le respect pour l'usager, c'est-à-dire l'aîné, respect pour la personne, pour l'être humain, son individualité, sa dignité. C'est sûr que c'est un concept d'éthique qui est engendré dans le principe d'éthique, le respect pour l'autonomie de la personne. Mais aussi, c'est un droit légal au Québec. Okay? Les soins doivent être centrés toujours sur la personne et on écoute la personne. En plus, il faut le respect entre les professionnels, les membres d'équipe des soins et respect pour l'expérience de chaque professionnel. Le travail d'équipe devrait se passer dans un environnement du respect pour le bienfait de l'usager. J'ai assisté dans une situation à l'hôpital juif. On avait une dame qui était gravement malade. Elle voulait des soins palliatifs. La famille était très impliquée, et très forte, des personnalités très fortes. Et ils voulaient qu'elle lutte contre sa maladie. Ils voulaient des tests diagnostiques, des traitements, des chimiothérapies, tout ça. Il ne voulait pas lâcher sa mère. Donc, il ne respectait pas la volonté de la mère. C'est vrai qu'elle était vraiment en douleur, mais on peut dire qu'elle avait la capacité de prendre ses décisions à elle. Mais la famille faisait beaucoup de pression sur sa mère. Mais ce n'était pas une situation libre pour la patiente. On a eu une réunion avec toute l'équipe et la famille. On avait l'infirmière qui prenait soin de la patiente. J'ai insisté que cette infirmière soit là, présente à la réunion. Et c'est à cause de ce que cette infirmière a décrit pour la famille, que la famille a pu comprendre qu'il faut absolument respecter la volonté de sa mère. Cette infirmière a décrit comment elle se sentait prenant soin de cette femme qui ne voulait pas qu'on ne la touche pas du tout. Il fallait changer les dressing changes, les pansements. On ne pouvait pas toucher cette femme. Donc, tout ce qu'elle voulait, c'est soins palliatifs. Et à cause du témoignage de cette infirmière, à la réunion, je sais, c'est toujours un travail d'équipe et il faut respecter l'expertise. C'est à cause de cette infirmière qu'à la fin,
la famille a pu comprendre qu'il faut respecter sa mère et qu'il pouvait accepter et comprendre sa condition médicale. Et qu'est-ce que ça, la souffrance, comment elle a souffert. Donc, ça, je pense que ça, c'est Une belle histoire. Une belle Mais histoire. qui a demandé beaucoup d'efforts, j'imagine, pour Beaucoup aller d'efforts chercher. et l'équipe était tellement en détresse. La patiente surtout était en détresse, mais tous les membres de l'équipe qui prenaient soin de cette femme étaient en détresse. On savait ce qu'il faut faire, mais la famille poussait beaucoup et essayait de forcer la mère à faire quelque chose qui respecte la volonté de la famille, mais pas la volonté de la personne elle-même. Merci pour ce beau témoignage. Il y a quelqu'un d'autre qui a une histoire qui a une belle fin? Ou qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui pourrait faciliter la situation? Mon point de vue à moi tourne beaucoup autour de ce que je connais. C'est plus facilitant de parler de ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce qui se passe en CHSLD. Parce que ça fait déjà plusieurs années que j'accompagne ma mère, puis que comme en plus je m'occupe aussi du comité des usagers. Je dirais pour que ça fonctionne, il faut que les gens s'impliquent. Quand on parle de CHSLD, à l'Institut de gériatrie, il y a plus de 80% des personnes qui sont inaptes. Plus de 80%. Et plus de 80% des gens qui sont en fauteuil roulant. Près de 80% des gens qui ont des problèmes de déglutition, de dysphagie. C'est des clientèles lourdes. Quand on fait des séances d'accueil pour aider les familles, présenter aux familles comment ça se passe, quelles sont les règles, comment ça fonctionne, des mois, je prends toujours le même exemple, mais il y a des mois où il y a 13 résidents qui arrivent, il n'est pas rare qu'il y ait une ou deux personnes qui viennent aux séances d'information qui durent moins d'une heure, pendant lesquelles on va donner de l'alcool, des biscuits, il va y avoir tout ce qu'il faut pour ne pas mourir d'inanition. Mais donc, ça implique, il faut que les gens veuillent. Si les gens ne veulent pas s'impliquer, ça ne sert à rien. Peu importe la compétence du médecin, ou peu importe la compétence de tous les professionnels, ça ne fonctionnera pas. Et il y a des moyens de faire en sorte que ça fonctionne. Il y a des places où ça fonctionne mieux que d'autres. De la part des professionnels, encore faut-il qu'eux aussi aient envie de partager leur savoir. Et comme je le disais tantôt, je le suis dans les idées, c'est pas parce que tu es une personne âgée qu'on doit te priver de l'information qui te concerne. Et c'est la même affaire pour la personne qui l'accompagne. Donc, ça ne peut pas fonctionner si on ne détient pas toutes les informations qui peuvent nous aider à prendre des décisions, n'importe quelle décision, là. Je pense à ma mère, par exemple, qui fait une pneumonie. On m'appelle pour m'en prévenir. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça, pour moi, on m'appelle pour me prévenir que ça ne va pas bien aujourd'hui et que, bon, dans ce cas-là, c'était supposé être juste une grippe. J'ai dit, ça se peut pas, elle ne fait pas de grippe. Mais ça a l'air d'être une grippe. Ça se peut pas. Elle n'a jamais fait de grippe depuis la grippe espagnole. C'est même pas des blagues, c'est sérieux. Mais elle fait des pneumonies, par exemple, à répétition. L'infirmière qui m'a appelée m'a dit, vous savez, moi, je ne la connais pas, votre mère, je viens d'enlever cette unité-là, mais organisez-vous donc pour vérifier avant, pour que ça ne soit pas par hasard. Tu sais, bon, il y a des radiographies quand même, il y a toutes sortes d'affaires pour savoir si c'est des pneumonies. Et effectivement, c'était une pneumonie, puis évidemment, c'est pas le même traitement. Mais là, il y a une démarche combinée. Premièrement, elle m'a appelée. Deuxièmement, j'avais de l'information à lui fournir. Troisièmement, elle en a tenu compte et après, elle est venue me voir, parce que là, je me suis vraiment dépêchée à l'hôpital, elle est venue me voir pour me remercier d'avoir fourni l'information. Ça, c'est pas compliqué de faire ça, là. C'est pas compliqué. Et ça, quant à moi, c'est des combinaisons gagnantes. C'est pas tout le monde qui le fait. C'est à la tête du client.
C'est pas tout le personnel qui t'appelle pour te dire que ta mère est tombée. C'est pas tout le personnel qui t'appelle pour te dire que ta mère fait de la fièvre. C'est pas tout le personnel qui t'appelle pour te dire qu'ils ont commencé à lui donner des antibiotiques. Ce qui te permet de leur dire, j'espère que vous n'avez pas donné cette sorte-là. Ah oui, pourquoi c'est celle qu'on donne? Mais c'est justement, elle ne réagit pas à cette-là. Pourriez-vous changer de sorte, s'il vous plaît? Je ne suis pas médecin et je sais que, et eux autres, ils ont toute son histoire là, dans leur dossier. Il y a tellement de gens qui ne savent plus lire dans le réseau de la santé, c'est incroyable. Non, mais ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable Ça problème. prend du temps à lire. Parce que pour le reste, s'il y a de la bonne volonté, si les gens collaborent, il y a en plus des mécanismes de concertation qui ont déjà fait leurs preuves, mais encore faut-il vouloir y aller. Il y a des groupes, je parle toujours d'une expérience personnelle. À l'Institut de gériatrie, il y a un groupe interdisciplinaire qui rencontre la famille ou le résident, c'est selon, au moins une fois par année pour regarder quel est le plan d'intervention. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui y aille. Les professionnels sont là, eux autres. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui y aille. Merci. Bien, pour faire du pouce sur ce que vous dites, c'est sûr que, bien, je pense un des facilitateurs, c'est qu'à la base, les intervenants qui travaillent dans le réseau sont des gens qui ont fait un choix de travailler avec des humains pour le mieux-être des humains. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Souvent, je pense, en tout cas, je vois la couverture médiatique, pareil comme tout le monde. On va amener des situations qui sont peut-être difficiles, mais à la base et dans la majorité des cas, il se passe de belles et bonnes histoires. C'est sûr qu'en tant que directrice, je reçois régulièrement des lettres, des messages de remerciements des familles, même d'usagers eux-mêmes par rapport aux soins qu'ils reçoivent, par rapport aux services qu'ils reçoivent, parce que je pense aussi en toute honnêteté, du moment où les gens ont accès aux services, en général, il y a une satisfaction. C'est pas à 100%, je pense qu'on est tous capables d'en convenir, mais la force quand même du réseau, c'est la capacité de nos intervenants à donner d'eux-mêmes et à être le meilleur d'eux-mêmes avec la clientèle. Fait que ça, je pense que c'est un grand facilitateur. Aussi, dans un tout autre ordre d'idée, les gens ont accès à de l'information davantage maintenant. Les gens nous arrivent plus informés, donc un dialogue quand même qui peut s'installer par rapport à ça. On arrive aussi avec un changement de génération. Pourquoi c'est un facilitateur? C'est dans le sens où, par exemple, les baby boomers sont des gens qui ont été habitués de prendre des décisions, qui ont été habitués de brasser les choses, de s'assurer qu'il y ait des changements qui surviennent. Moi, je pense que ça va être un facilitateur. Justement, ça amène le réseau à devoir justement informatiser les dossiers, le dossier des usagers. Je trouve que pour moi, même, je trouve que c'est un peu trop long. Parce qu'on devrait être en mesure, dans notre réseau, il me semble, qu'on soit d'un endroit ou d'un autre, d'être capable de consulter l'information pour faire un meilleur suivi. Moi, je pense que ça va être quelque chose qui va être facilitant et qui va amener une meilleure prise de décision. Parce que si, par exemple, au niveau de la pharmacologie, tu es à un endroit, l'autre endroit, c'est pas quelle médication qui est prise, tout ça, ça, je pense que ça peut être néfaste, mais si l'information suit, bien là, on peut avoir un dialogue qui est important, qui est intéressant. D'un autre aussi, ben peut-être un facilitateur que je vois, c'est que on s'en va, en tout cas, je pense que l'orientation vers le futur, c'est de retourner les services vers la communauté. C'est-à-dire quoi? C'est que l'hôpital devrait devenir le milieu où les gens sont traités pour des conditions, mais que la force du réseau réside dans ce qui se passe dans la communauté. Au niveau, oui, des organismes communautaires, mais aussi des services de santé plus près de la communauté. On s'en va dans ce virage-là. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'avec le vieillissement de la population que l'on vit présentement, c'est pas banal, ben, il faut s'organiser autrement. On n'est plus avec une population jeune qui se déplace. Je pense que c'est à nous de recommencer à se déplacer vers notre population. Oui, il y a des pressions au niveau médical pour qu'aussi la pratique du soutien à domicile se fasse au niveau médical d'une meilleure façon et d'une façon plus intensive. On a des GMF qui commencent à développer des plages horaires pour faire des visites à domicile, ce qu'on ne voyait pas avant en cabinet. Donc, je pense qu'il y a des changements qui s'en viennent, qui prennent, oui, un certain temps, j'en conviens,
mais on s'en va vraiment dans cette avenue-là. Et je pense que pour justement aller rejoindre notre population, être capable de prendre le feedback, d'être en mesure de partager et d'établir le partenariat dont on parlait tout à l'heure, je pense que ça va être des facilitateurs. Et ça, moi, je vois ça d'un très bon œil. Il y a du chemin à faire, mais en même temps, je pense que la volonté, elle est là. Mais je suis aussi d'accord avec vous qu'on va devoir aussi avoir des débats un peu de société éventuellement par rapport justement au vieillissement, au grand vieillissement. Au niveau des centenaires, on a un taux de centenaires qu'on n'a jamais vu. On a beaucoup de ces gens-là qui habitent à domicile, je pourrais vous dire, ils vont en général assez bien, je vous dirais. Mais comment est-ce qu'on accompagne? Et je pense que c'est cette notion d'accompagnement-là qui doit être renforcée plutôt que, comme je le disais tout à l'heure, la prise en charge. OK. Moi, toujours mieux de parler de ce qu'on connaît. Les fois que j'ai vu qu'il y avait moyen de construire des affaires le fun pour développer des projets pour les personnes aidantes, dans mon cas, c'est quand il y a de la volonté. Puis la volonté, vous savez, je vous parlerai tout à l'heure d'œuvres de fiction que j'ai lues, qui s'appelle La politique de maintien à domicile, puis d'autres choses du genre-là. Parce que, puis généralement, cette volonté-là, c'est lié à des individus, des personnes. J'ai connu des gestionnaires, entre autres, ce qui était le CLSC Cavendish. J'ai connu des gestionnaires qui étaient au cœur de l'île, ce qui était autrefois le CLSC Villeray, peu importe, où il y avait des gens qui portaient la préoccupation, puis encore des gens dans le réseau qui portent cette préoccupation-là. C'est juste que là, on ne sait plus qui est à quelle chaise. Ça va finir par arrêter. Puis, à partir de ce moment-là, ça va être plus facile de reprendre le dialogue. Mais que tu as des gens qui ont à cœur, puis qui ont à cœur de mettre la personne au centre et toutes les personnes. Okay? Donc, effectivement, la personne qui vit la situation de maladie, ou de fin de vie, ou d'handicap, ou je ne sais plus trop quoi dire. Les personnes qui sont autour, qui vivent avec elle, cette situation-là, qui ne l'ont pas plus choisi. Puis les intervenants qui doivent intervenir dans un contexte qui est le leur. Puis c'est clair que, donc, quand tu as la volonté de voir, il y a moyen de trouver des compromis, il y a moyen de faire comme la dame qui parlait un matin, qui disait qu'elle contournait un peu les normes au niveau de son réseau, il y a moyen de voir les marges de manœuvre et de les utiliser. Et donc, ça prend de la volonté, mais pour ça, il faut que ça soit une volonté qui soit soutenue par en haut aussi. Si les gens ne sont pas soutenus par en haut, s'il n'y a pas des politiques claires, des pratiques qui permettent le développement de saines habitudes, d'initiatives intéressantes, ben, on les étouffe. Moi, j'en ai vu beaucoup d'initiatives se créer puis se faire tuer. Puis ça, c'est toujours désespérant à chaque fois. Parce que tu vois des gens qui ont mis leur cœur, qui ont développé des pratiques super le fun. Je pense entre autres quelque chose qui avait été fait au centre-ville avec McGill, une espèce de suivi super intéressant des personnes aidantes. Puis évidemment que quand le projet pilote a arrêté d'être un projet pilote, ben, il n'y a plus d'argent pour le faire rouler. Donc, c'est mort de là. Le drop-in à Cavendish, c'est quand même... Il y a toutes sortes d'initiatives qui ont connu qui n'ont pas été soutenues puis qui auraient dû être alimentées et poussées. Et ça prend de la volonté des individus. Ça peut venir des cadres, ça peut venir des travailleuses et des travailleurs. Puis moi, je suis assez d'accord pour dire que les gens dans le réseau, ils ont le cœur à la bonne place. Puis ils travaillent fort. Ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. Puis c'est vrai, transversalement, même quand avec du monde que je trouve qui prennent des décisions qui n'ont pas d'allure, je ne peux pas dire qu'ils ne travaillent pas fort et qu'ils n'ont pas du cœur. Je ne suis juste pas d'accord sur la décision. Ce qui n'est pas la même affaire. Mais, donc, quand il y a de la volonté, puis que cette volonté-là est soutenue par des politiques claires, oui, on est capable d'avancer des affaires. Puis on est capable de développer. Puis quand un intervenant est capable de dire, ben là, je ne suis pas la procédure parce qu'elle ne s'applique pas dans ce cadre-là, c'est mon jugement professionnel qui prend le dessus, puis ma boss ne va pas me mettre dans la marde si je décide de suivre mon jugement professionnel. Quand on est dans ce contexte-là, là, on est capable de faire des choses.
Je vais juste, ça fonctionne, je vais juste retourner un peu à l'élément de l'information et la prise de décision. Comment ça devrait fonctionner? Il faut tenir compte que la fondation de la médecine et pratique clinique est fondée sur des preuves, les lignes directrices établies sur les pratiques professionnelles. Donc, tout d'abord, on commence avec l'expertise des professionnels de santé et services sociaux, leur jugement professionnel. Les professionnels utilisent leurs connaissances, expertise et expérience pour déterminer toutes les options possibles pour la personne dans sa condition. Et ensuite, c'est à la personne elle-même de prendre sa décision, la décision qui est plus appropriée pour elle-même. Forcément, les options dépendent de la condition, la situation spécifique de la personne et peuvent être limitées. Par exemple, quand la condition médicale de la personne la rend à la fin de vie, c'est possible que les soins palliatifs deviennent la seule option qui est raisonnable et appropriée. OK? Donc, ça, il faut se rendre compte que dans la vie, on vieillit, même si on est jeune, on peut devenir de plus en plus malade. Il y a une graduelle, une progression pour les niveaux de soins, de 1 jusqu'à soins palliatifs. Ça, c'est naturel et ça, c'est normal et ça, c'est logique. Donc, ça, il faut accepter. Des fois, on arrive au point que les soins palliatifs sont la seule plan de soins. L'autre chose, l'autre élément, c'est le temps, que j'ai parlé de ça tout avant. La prise de décision libre et éclairée peut prendre du temps. Souvent, il faut du temps pour comprendre les diagnostics, les options, et les gens ont souvent besoin de support, en plus de temps supplémentaire pour réfléchir. Là, je voudrais souligner la grande manque de services en santé mentale pour les aînés. On dirait que ça intéresse personne. Okay. Il suffit pas pour les aînés, les travailleurs sociaux, les aumôniers. Il faut des psychologues dans les CHSLD. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient comme des priorités à lancer? Donc, vous avez l'air d'avoir envie de parler. Je vais parler au départ de la fin de vie. Comme représentant d'un comité d'usagers, vous savez que nous recevons les plaintes des résidents, en fait, des membres de leur famille, quant à la qualité des soins et des services qui ont été, que les résidents ont reçus. Il y a très peu de critiques que nous avons reçues quant au fait que la décision qui allait à l'encontre de la décision ou des souhaits de la famille, la plupart du temps c'est la famille quand elle est en fin de vie. Il y en a, puis il y a 2 cas patents dont je pourrais vous parler, mais c'est pas tellement ça. Les critiques portent sur le fait que ça prend trop de temps avant qu'un médecin aille signer le papier par lequel les soins palliatifs vont être administrés, offerts à la personne qui est en fin de vie, réduisant ainsi ses douleurs. C'est un véritable problème. Et dans certains cas, il paraît que c'est parce qu'il manque de médecins. Mais il me semble qu'ils ne peuvent pas manquer de médecins pendant 3, 4, 5, 6 jours. Tu sais, on en parlait de toute façon ce matin, il y a quelqu'un qui en a parlé de ça. C'est un véritable problème actuellement dans le réseau. Le temps que l'on met avant de déclarer, à tout le moins en CHSLD, mais ça doit être encore pire, me semble-t-il, quand il s'agit de services à domicile, qui est temps d'offrir, obligé de les imposer, il est temps d'offrir les soins palliatifs qui vont réduire la douleur. L'autre élément, c'est et ça c'est, on est plein hier, c'est on ne prévient pas
toujours la famille ou le proche aidant. Ils vont peut-être penser plus à la famille qu'au proche aidant, mais il y a bien des gens qui n'ont plus de famille. 92, 93, 94 ans, ça se peut bien que ton mari soit mort, ça se peut bien que ton père, ta mère aussi soit mort, ça se peut bien que autour de toi, il y a moins de monde. Et que ce sont, comme on l'a dit ce matin, des voisins, des amis qui continuent à être en relation avec toi. Et en tout cas, c'est un cas triste là, qui est arrivé et on n'a pas prévenu la personne, pourtant c'est bien identifié dans son dossier, la personne a atteint. Puis dans un autre cas, on l'a appelé à son bureau, mais il était 3 heures du matin. Alors donc, quand la personne s'est présentée le matin, il était trop tard, tout le monde l'aura compris. Et ça aide pas au processus de deuil, je vais vous dire, parce que c'est pas parce que tu n'es pas un lien familial que tu n'es pas attaché à... De toute façon, ta famille, tu ne l'as pas choisi. Mais tes amis, d'habitude, tu t'es forcé pour en choisir avec lesquels tu t'entendais. En tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment un problème. Vous diriez la communication à ce moment-là, qui serait une priorité, qu'il faudrait prioriser. Oui, mais après, comme je dis, la réduction du temps de souffrance inutile, parce qu'on sait que ça va finir. L'autre élément, c'est, bon, on peut bien, pour améliorer le partage, la décision partagée, tout le ministère, il a produit ça là, cette semaine-là. Il a diffusé ça, j'espère que vous l'avez tous lu. Ça va changer le cours de nos existences. Cadre de référence de l'approche de partenariat entre les usagers, leurs proches et les acteurs en santé et en services sociaux. L'objectif, c'est de changer la culture du réseau. Bonne chance. Mais moi, je ne m'en fais pas parce que je ne suis plus là, ça ne me concernera pas. Mais ce qui me préoccupe par ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement et qui ne tient pas à la culture. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question de pratique, c'est une question d'habitude. C'est une question de gestion, d'un manque de gestion centré sur le patient qu'on voudrait partenaire. On devrait, quant à moi, s'attaquer à des pratiques en CHSLD, entre autres, j'ai dit, c'était Mamara, qui sont des sources de frustration. Quand tu arrives en CHSLD, là, même si le matin chez vous, depuis 70 ans, tu prenais ton petit déjeuner à 10 heures, essaye pas. Parce que c'est à 7h30 ou à 8h. Si toi, tu veux te lever à 9h, tu es faite. Si tu es dans un endroit où les levées se font à 7h30. Ça a l'air de rien, là, mais ça affecte tout le reste, de la journée. Il y a dans les plans d'intervention, on a déterminé à quel moment on change les couches. Les culottes d'incontinence, excusez, c'est mieux dit. Les culottes d'incontinence, bon, c'est à heure fixe. C'est pour telle personne, ça va être à 10 heures. Là, après ça, l'autre, ça va être à 4 heures, l'autre vérification, mais enfin, vous comprenez l'idée, c'est fixé d'avance. De toute façon, c'est vrai qu'elles sont étanches, mais il y a un certain nombre, des besoins qui, eux, ne peuvent pas attendre. Et donc, en théorie, quand la culotte est souillée, tu es censé, tu peux lever ta main ou demander à la faire changer immédiatement. En théorie, ça se fait immédiatement. Essayez pas de faire changer cette culotte-là c'est pas des blagues, non, entre 4h15 et 6h le soir, non. 16h15 et 18h. C'est pour des bonnes raisons, là, parce qu'on fait la distribution des vêtements qui ont été lavés. On distribue les verres d'eau. On distribue les vêtements qui vont être utilisés, de même que les débarbouillettes, les serviettes et tout ce que vous voudrez, donc les vêtements de nuit pour le coucher. Donc, des très concrets. Ah oui, puis très important et prioritaire. Donc, ce que vous dites, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec les priorités qui sont... C'est des habitudes qui sont ancrées, que les directions de l'établissement connaissent, qui ont été dénoncées par le ministère, mais ça ne se fait pas. Alors moi, je suis persuadée qu'il pourrait y avoir des décisions de gestion qui entraîneraient des changements plus rapides, il me semble. Il me semble qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Et l'autre préoccupation, c'est quand on parle
des proches aidants. Donc, quand on évalue la situation d'une personne qui soit veut rester chez elle, mais en fait, d'une personne qui a besoin d'aide, on devrait avoir le souci, puis je fais du pouce sur ce que monsieur a dit tantôt, pour pas s'occuper, pas centrer toute son attention sur la personne qui, évidemment, qui est en détresse, qui a besoin d'être apportée. Mais quand on parle de l'ensemble des moyens du soutien qui peut lui être apporté, d'accord, elle a des membres de sa famille, il faudrait aussi que quelqu'un se préoccupe du niveau de disponibilité de cette famille-là, du niveau de capacité des membres de sa famille pour le faire, du désir des membres de la famille pour le faire, de la capacité physique de le faire. Et mentale. Ouais. C'est pas tout le monde qui a la disposition mentale, la force mentale pour supporter. Puis en plus, les liens avec ta mère, là, ça n'a pas toujours bien Non. été là, dans ta famille. Ça. Là. Ça se peut même que tu n'aies pas envie de t'en occuper à la fin quand tu l'as supporté pendant toute ta vie. Non, mais tu sais, ça peut bien comme à l'inverse. Pour moi, je vis des moments de bonheur intenses parce qu'il y a un rapprochement qui n'a jamais été aussi fort depuis que je vis avec elle quasi à l'hôpital depuis 5 ans. C'est un moment magique, hyper frustrant, hyper émotif. Mais je veux dire, tu sais, ça dépend. Il n'y a personne qui réagit de la même façon. Là. Merci beaucoup, Mme Touchette. Le mot de la fin. Le mot de la fin, parce que là, les autres n'ont pas parlé non plus, puis je suis sûre qu'il y aurait des choses à dire, fait que je peux être très brève. Oh, il reste 10 minutes. Vous allez, on va respirer. Je pense que, comme Madame le dit, l'aspect de la communication, c'est important de raffiner nos modes de communication, tant aussi à la population générale que quand les gens sont à l'intérieur des services. Je pense que c'est un incontournable. Il y a toute la question d'accès. Puis l'aspect de la pertinence des soins, de les donner au bon moment. Je pense que ça, c'est certain que c'est un focus. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'on a les besoins concurrents de toutes sortes de personnes en même temps. Mais comme vous dites, je pense qu'à un moment donné, ça vient de décisions qui reviennent à chacune des organisations, puis qui doivent être déterminées, je pense, par les équipes. Donc, équipes tant de professionnels que les équipes de gestion. Je pense aussi qu'il y a, vous parlez d'une transformation du réseau, mais le réseau, il est en changement, il faut qu'il continue son changement. Le cadre de référence, c'est vrai, il est tout neuf. Je pense qu'ils l'ont sorti lundi, si ma mémoire est bonne. Ils ont peur de ce que vous alliez dire aujourd'hui. Non, c'était au forum, je pense, sur les pratiques en CHSLD ou au soutien à domicile. Et je pense que ça veut au moins appuyer le fait que justement l'usager, les comités des usagers, les usagers partenaires doivent être impliqués, doivent être là je pense comme le sounding board, si je peux me permettre l'expression anglaise, mais quand même le miroir de ce qu'on fait, puis de pas, je pense qu'avant, puis je peux me le permettre, il y avait quand même une certaine crainte, mais maintenant d'accueillir, je pense que le réseau soit en mesure d'accueillir ce qui vient de la population, puis les gens qu'on dessert. Je pense que ça aussi fait partie de la transformation, puis de ce que la population indique comme étant un besoin. Je pense pas que je me trompe là-dessus. Puis c'est une nécessité et je pense que c'est comme ça que le réseau va pouvoir devenir un meilleur réseau. Parce que plus on est proche, en même temps, on entend très bien la critique qu'on est tellement gros qu'on est plus loin, mais c'est de trouver avec le temps ces façons de faire qui vont nous amener à être davantage, je pense, à l'écoute de nos usagers. En termes de point de vue, parce que là, on est dans la recherche de solutions ou de pistes, si je comprends bien. Ou de priorités. Ben, regardez, je n'ai pas eu l'occasion de lire le document qui a été présenté, mais il y a tout ça, là. Ça, c'est la politique de maintien à domicile au Québec. Je suis sûr qu'il y a le 3/4 des gens n'ont pas eu la chance de la lire. Elle est très intéressante d'ailleurs. Si elle est... si ça serait appliqué, là, je serais assez content. Mais malheureusement, cette politique-là adore. Adore prendre la poussière. Parce que
bien beau avoir une bonne politique. Hein. Des politiques ministérielles, c'est comme des lois. Si le gouvernement décide de ne pas s'en occuper, ça va disparaître. Il va même en inventer des nouvelles. Il va juste répéter. Puis ça va tellement d'importance. Ah, c'est Donc, clair. votre priorité, ce serait quoi? Pour moi, ce qui est clair, c'est, vous savez, les proches aidants, là, c'est supposé d'être un engagement volontaire. Ouais. Un engagement volontaire qui est fait à partir des connaissances nécessaires pour faire des choix. Là, on se retrouve dans une situation où la plupart des gens sont dans une situation de non-choix. Si je n'accepte pas de prendre telle responsabilité, ben, il y a quelque chose qui va manquer à la personne que je soutiens, que je me soucie pour. Donc, on n'est pas dans une situation de choix. Il faut rétablir la situation de choix. Et pour ça, il doit avoir les mesures nécessaires pour que ça puisse se faire, ce choix-là. Okay. Ce qu'il faut, le rôle principal des proches aidants, là, ce qui est intéressant pour un proche aidant, c'est la relation qu'il a avec la personne qui l'aide. Ce n'est pas le fait qu'il change des pansements. Ce n'est pas le fait qu'il fait des transferts. Ce n'est pas le fait qu'il change de culotte d'incontinence ou qu'il aide à manger quelqu'un. Ça vient avec, c'est accessoire, c'est complémentaire. Puis normalement, c'est une relation qui est personnelle, qui devrait être liée au libre choix des deux autant que faire se peut. Et puis bon, on n'est pas dans cette situation-là, puis on est dans une situation où l'intention d'apporter des soins vient perturber la relation. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là. C'est clair aussi que les proches aidants, bien, ils devraient avoir une évaluation systématique de leurs besoins, indépendamment de la personne aidée. Ils ont leurs propres besoins. Moi, je suis de l'école qui dit qu'il faut respecter la volonté des personnes aidées. Ça veut garder ses affaires secrètes, ça va. Mais il faut discuter avec la personne aidante, voir ses besoins. Et quand, vous savez, c'est prévu hein, dans les politiques, là, quand il y a un plan d'intervention qui est fait, il faudrait tenir compte de l'impact de ce plan d'intervention-là sur les proches. Je ne l'invente pas, là. Puis on est loin que ce soit un truc qui est systématique. Quand on est dans une situation où, encore récemment, j'avais une collègue qui mettait une affiche dans le centre hospitalier de soins de longue durée, qui s'est fait pour annoncer la semaine nationale des proches aidants, qui se fait dire qu'il n'y a pas de proches aidants ici. Il y a aussi tout un volet qui doit se faire au niveau de la formation des intervenants et des professionnels. Puis, bon, il y aurait bien d'autres éléments, mais je vais donner une chance. Mais c'est très intéressant, monsieur. Vous relevez un point très intéressant. Donc, on a l'autonomie. Il faut respecter l'autonomie de la personne, de l'aîné, de l'usager, mais aussi il faut respecter l'autonomie du proche aidant. Ça, c'est très important. Et aussi, il faut prendre soin des proches aidants. Donc, c'est un peu complexe parce que même si, par exemple, la personne veut rentrer à la maison, vivre à la maison, si on n'a pas assez de soins, de CLSC et le proche aidant n'est pas capable de prendre soin comme il faut, ça ne serait pas possible. C'est la préférence de la personne, mais il faut regarder si c'est possible. Si on a de l'argent, tout est possible avec l'argent. Mais s'il n'y a pas d'argent, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut offrir comme service du CLSC, qu'est-ce que la famille peut offrir et il faut regarder toute la situation. Donc, moi, je simplifie toujours, je simplifie beaucoup pour qu'on puisse voir clairement le fond, mais il y a des détails. Et c'est vrai qu'il faut respecter aussi les proches aidants et leur autonomie et ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Écoutez, c'est Ou ce qu'ils ne veulent pas faire. Oui, aussi. Eux aussi ont le droit à leur liberté. Puis, ce qui ressort beaucoup de vos propos, je trouve, et ça a été vraiment très riche, vos propos, c'est à quel point, en même temps qu'on doit s'impliquer, on doit aussi s'impliquer à la mesure de nos possibilités. Et c'est peut-être ça, une des raisons, c'est que les gens ont peut-être en tête qu'ils doivent prendre charge de tout
ou se désengager. Il y a peut-être un réflexe de désengagement versus un réflexe d'engagement total. Et je pense que toute la population du Québec aurait vraiment intérêt. La publication que vous allez faire, j'espère que vous allez la rendre au grand public parce qu'il y a un intérêt pour qu'on sensibilise. Si on veut qu'il y ait un changement social, c'est l'ensemble de la société qui doit être sensibilisée. Je pense que le terrain commence à être fertile parce que la majorité de la population commence à se sentir concernée par le phénomène. Écoutez, merci infiniment aux panélistes, mais restez là, restez là, restez là.